Donc, je vais vous parler voilà, de différentes situations plutôt dans les territoires ruraux, voire même très ruraux, plutôt dans le Massif central, mais parfois ailleurs, y compris par exemple dans le Lot-et-Garonne. Je vais m'attacher à deux situations, plutôt les centres-bourgs un peu denses, qui sont plutôt en déshérence, parce que notre territoire d'études, enfin on va dire de pratique privilégiée, est plutôt un territoire qui a été qualifié un temps par les géographes comme étant la diagonale du vide, même si voilà, c'est un terme que je récuse complètement aujourd'hui, mais c'est juste pour situer un peu, planter un peu le décor, c'est-à-dire que c'est voilà, des territoires avec une démographie un peu atone, même si aujourd'hui le solde migratoire est plutôt positif, ce qui est intéressant, mais la population continue à décroître, tout simplement parce qu'en fait, il y a un vieillissement important de la population. Je rentre dans le sujet tout de suite. Voilà. Je vais commencer par la question des petites centralités, avec 5 constats. Un impact des infrastructures de mobilité qui est très fort. Je vais en parler de manière très concrète en évoquant la situation de Port-Sainte-Marie, qui est dans le Lot-et-Garonne. La voiture omniprésente sur l'espace public. La fuite des services et des commerces qui s'incarnent de différentes manières, hein, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de certains services publics, y compris aussi de commerce, mais il y a aussi une fuite de ces mêmes services et des commerces vers la périphérie des centres-bourgs, souvent. C'est-à-dire qu'il y a une action publique, y compris communale, qui a fait que beaucoup de services en fait, ont quitté les centres-bourgs. On ne compte pas aujourd'hui le nombre de projets, par exemple, d'écoles, en fait, qui partent des centralités et qui vont vers des périphéries pour des questions foncières, etc. Mais qui posent aussi un problème aussi de vitalité dans ces petites centralités. Des espaces vivriers qui sont souvent en friche. Les espaces vivriers, c'est les espaces en fait, voilà, à l'échelle domestique, agricole. Autrefois, chaque habitant en fait, avait son potager, son verger à proximité de son habitat. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, ces espaces sont en friche avec une perte voilà, finalement de cette agriculture domestique qui aujourd'hui interroge, parce qu'on sait que, très bien qu'aujourd'hui, dans la perspective d'une sorte de résilience alimentaire des territoires, il sera sans doute opportun de réactiver en fait, tous ces territoires vivriers. Et du coup, ça pose la question de la densification. Voilà. C'est-à-dire que parfois, il faut agir de manière très circonspecte, et on peut très bien imaginer aussi conserver en fait, des interstices entre les espaces habités pour imaginer un jour réactiver justement cette fonction alimentaire qui a un peu disparu, qui a disparu avec la modernité, hein, voilà, avec les grandes surfaces. Voilà, c'est un peu comme la question de la mobilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, nos territoires ruraux étaient, en fait, quand ils n'étaient pas peu impactés par la voiture, par exemple, la question du vivant était très intéressante et très importante en fait, dans les petites centralités, avec une strate végétale qui aujourd'hui a disparu en fait, sous l'enrobé. Et puis la question de la densité bâtie qui est à reconsidérer, de mon point de vue. En fait, il y a une injonction en France depuis un certain nombre d'années à vouloir à tout prix densifier. Et moi, aujourd'hui, je m'interroge sur cette densification qu'il faut mener avec circonspection. C'est-à-dire que parfois, à mon sens, il ne faut pas densifier, mais au contraire dédensifier, dans les centres-bourgs en déshérence notamment, pour que, en fait, retrouver des vides, pour que les immeubles qu'on conserve en fait, puissent retrouver des aménités que cherche tout un chacun, de manière très légitime, c'est-à-dire de pouvoir stationner pas trop loin de chez soi, décharger ses courses, ses enfants en poussette, de pouvoir trouver un jardin, une terrasse, un balcon, etc. Donc, voici un exemple à Port-Sainte-Marie, qui est en fait une localité au bord de la Garonne, et comme son nom l'indique, en fait, il s'agissait autrefois d'un port. Donc ça, c'est une carte postale que j'aime beaucoup, qui montre en fait le rapport en fait, de Port-Sainte-Marie avec son territoire, c'est-à-dire un rapport immédiat avec la Garonne. Et puis, on voit très bien à l'arrière-plan aussi le coteau, qui est un coteau ouvert, qui est un coteau cultivé, avec la culture du chasselas, qui est un raisin de table, et non pas des vignes pour la production de vin. Port-Sainte-Marie, aujourd'hui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, à la fin du XIXe siècle, une grande infrastructure de mobilité vient s'implanter entre Port-Sainte-Marie et la Garonne. Première coupure considérable entre le centre-bourg et puis le cours d'eau, qui fait que finalement, ce qui était consubstantiel à la ville de Port-Sainte-Marie disparaît complètement, c'est-à-dire cette relation privilégiée au cours d'eau.
Il faut imaginer que la Garonne, à cette époque-là, jusqu'à la fin du XIXe siècle, était une voie de communication. On s'en servait pour déplacer les marchandises, etc. C'était l'autoroute d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, première infrastructure de mobilité qui vient complètement en fait, raser toute une partie de Port-Sainte-Marie, mais au moins les ingénieurs du XIXe siècle avaient imaginé en fait, des passages sous l'infrastructure de mobilité en fait, qui prolongeaient toutes les ruelles du centre-bourg, toutes les ruelles orthogonales en fait, au cours d'eau et au coteau. Si bien il y avait quand même une porosité entre Port-Sainte-Marie et puis le cours d'eau. Alors voilà quelques photos qui montrent en fait, l'infrastructure de mobilité avec les passages poreux, mais avec des situations quand même assez dramatiques. C'est-à-dire que du premier étage de son appartement, on a une vue directe en fait, sur les trains corail qui passent entre Montauban et Toulouse. Et Bordeaux, pardon. Et puis, une deuxième infrastructure de mobilité qui intervient dans les années 80-90 avec la déviation en fait, de la route départementale en dehors du centre-bourg, qui crée une deuxième barrière. Mais cette fois-ci, les ingénieurs ne traitent pas du tout la question de la porosité. Donc il y a un seul passage sous cette infrastructure qui permet de relier le port Sainte-Marie à la Garonne. Et non seulement les ingénieurs ne considèrent pas en fait, cette relation, mais en plus ils ne tiennent pas compte en fait, de la problématique de l'eau qui descend des coteaux, si bien que cette infrastructure aujourd'hui est en danger et est en train de s'effondrer. Tout simplement, alors que l'infrastructure ferroviaire, elle, est extrêmement solide et très bien conçue du point de vue justement du ruissellement des eaux de pluie. Les photos d'en bas, elles montrent la deuxième problématique que j'identifie. Alors, peut-être pour finir sur la question des infrastructures qui est très importante, c'est là où on voit en fait ce télescope, le paysage vernaculaire, qui est le paysage des communautés, le paysage traditionnel, et le paysage politique. Et là, je fais référence à un grand paysagiste américain qui s'appelle John Breckenhoff Jackson, qui explique très bien ceci et qui montre à quel point, sur beaucoup de territoires, en fait, il y a un paysage qui est décidé dans les capitales, les grandes infrastructures de mobilité, par exemple, et qui vient complètement télescoper ce paysage des communautés, qui est le paysage vernaculaire, et parfois sans aucune considération, justement, pour les communautés qui sont en place. Parfois, évidemment, ces grandes infrastructures, elles sont très importantes. Ce n'est pas un jugement de valeur. Je ne dis pas qu'il y a un paysage qui est bon et un autre qui n'est pas bon. Je dis juste que c'est un outil très intéressant pour décrypter en fait, les paysages de nos territoires ruraux. Autre problématique, c'est la question des voitures. Vous voyez, Port-Sainte-Marie, en fait, encore aujourd'hui, est complètement noyé sous une sorte de marée de bitume, avec des voitures qui se garent au pied des immeubles, aucune espèce de transition entre l'espace public et les espaces habités. Et bien que en fait, la route départementale a été déviée en dehors du centre-bourg, aucun travail en fait, sur la traverse du bourg. Si bien qu'en fait, les habitants qui habitent encore le centre-ville, bien qu'ils soient totalement paupérisés, en fait, voilà, n'ont pas d'autre solution que de marcher sur la voirie, de partager tant bien que mal l'espace public avec les voitures pour pouvoir se déplacer. Autre problématique, troisième problématique que j'illustre, je ne vais pas revenir sur toutes les problématiques que j'ai identifiées tout à l'heure, mais c'est la question de la densité qui est parfois, de mon point de vue, un peu insoutenable. C'est-à-dire que, en fait, on est parfois sur des héritages en fait, d'un habitat qui était extrêmement dense, avec aucune aménité, aucune possibilité d'extension sur l'extérieur, c'est-à-dire aucune possibilité de créer de balcons, de terrasses, des freins réglementaires très importants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les AVAP, très clairement, nous interdisent d'imaginer, par exemple, habiter un toit. Je vais y revenir. Et donc, moi, je défends l'idée, dans ces territoires-là, qui sont en déshérence, attention, tous les cas de figure ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des territoires ruraux qui se portent très bien, ceux qui sont englobés dans des métropoles extrêmement dynamiques ou dans des territoires très touristiques, par exemple. Mais là, je mets l'accent, évidemment, plutôt sur les centres-bourgs qui sont en déshérence. Alors, quelques leviers de requalification. Habiter les toits, par exemple, redonner une valeur au vide, peut-être trouver des vides aussi, requalifier les rues avec ce qu'on appelle les frontages, requalifier aussi les traverses de bourg, les traversées, on en parlait tout à l'heure, avec un exemple très, très joli ici dans cette localité, stimuler aussi de nouveaux programmes et faire preuve d'économie inventive.
Alors à Port-Sainte-Marie, pour toujours prendre cet exemple, dès qu'on monte en fait, dans les étages, dès qu'on monte sur les toits, en fait, on a un rapport privilégié au paysage. J'ai oublié de pointer tout à l'heure que vous voyez le coteau, comment il s'enfrise par rapport à la photographie, la toute première photographie que j'ai montrée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des territoires qui autrefois étaient cultivés, qui sont aujourd'hui complètement en friche, alors qu'ils pourraient constituer en fait, des aménités très intéressantes pour le centre-bourg. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Montréalais, en Sicile. En fait, on montre à quel point en fait, les toitures sont habitées. Alors, on est dans une autre culture, un autre territoire, mais dans la perspective du changement climatique, on pourrait aussi s'interroger sur en fait, des changements de paradigme sur notre propre territoire. On pourrait très bien imaginer pourquoi ne pas habiter des toitures. Et vous allez me dire, oui, mais bon, ça, c'est peut-être pas très patrimonial. Mais en fait, voilà, ça, c'est une vue toujours dézoomée, hein, des mêmes toitures terrasses qui sont habitées. Et en fait, la photo, je l'ai prise en fait, d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, exceptionnel. Et juste à côté, en fait, on accepte que les terrasses soient habitées. Et moi, je me demande à quel point il ne faudrait pas imaginer en fait, une nouvelle manière de considérer en fait, le bâti dans les centres-bourgs, sans quoi, si on reste arc-bouté sur un cadre réglementaire un peu rigide, en fait, finalement, on encourage les habitants à continuer à quitter les centres-bourgs pour aller habiter dans des zones pavillonnaires. Et puis, ça a existé de tous les temps. Vous voyez, cette gravure du XVIIe siècle, elle montre ce qu'on appelle les altanes à Venise. En fait, ces espaces, justement, où on va chercher, en fait, on va prendre l'air, on va chercher aussi des vues lointaines sur le paysage, tout simplement parce que, en fait, la densité à Venise est telle qu'on n'a aucune relation privilégiée avec le grand paysage. Il faut monter sur les toits pour chercher, justement, cette relation au territoire élargi. Quelques images qui montrent que voilà, on est capable de faire ça dans un centre-bourg qui est ici, par exemple, à Pem, chez un architecte qui est un ami aussi, qui s'appelle Bernard Quiraud. C'est sa propre terrasse qui prolonge en fait, son logement et qui permet de... Voilà, on a besoin d'un très grand terrain associé à son habitat. On peut très bien imaginer habiter un logement bien conçu. Le tout, c'est de trouver en fait, une relation privilégiée à l'extérieur sous forme d'aménité comme celle-ci. La valeur des vides. Alors ça, c'est une image, voilà, on en pense qu'on a heureux, mais ce que je trouve intéressant ici, c'est un tout petit village de l'Aveyron, et en fait, dans un territoire extrêmement dense, un centre-bourg très dense, et en fait, dans ce village, en fait, on a déconstruit un îlot, on a gardé les traces de l'ancien îlot, et on l'a transformé en un petit espace public. Et du coup, tous les immeubles qui sont autour, en fait, se sont aérés, ont des vues, en plus de lumière. Et donc, d'une certaine manière, ces petites actions de soustraction positive, comme je les appelle, hein, j'ai écrit un article à ce sujet que vous pouvez trouver sur mon site internet, en fait, montrent que, en fait, par la déconstruction, on peut aussi considérer le projet par la déconstruction, et non pas forcément par la construction. Quelques exemples pris dans des villes décroissantes, hein, qui aujourd'hui sont peut-être des modèles pour notre avenir. Ici, c'est Athènes, où en fait, on a des vides dans la ville, et qui sont aujourd'hui remplis d'usages foisonnants. Un autre exemple, toujours à Athènes, un exemple à Aurillac que nous avons mené sur en fait, une dent creuse en plein centre-ville, avec juste un couvert qui permet de faire en sorte que les 3 cafés qui sont autour de cette placette puissent déployer leur terrasse. Un autre exemple encore qui est très joli, je trouve, qui est à Blois, qui est voilà, sur une parcelle en déshérence du centre-bourg, de centre-ville, la transformation de ce lieu en un espace jardiné et partagé par un ensemble d'habitants. Et vous voyez, ça, c'est un exemple de curtage qui disqualifie la ville. C'est-à-dire que, attention, quand on pense sur un creux, en fait, c'est que derrière, il faut qu'il y ait un projet. Voilà, faut éviter en fait toutes les logiques de curtage telles qu'on les a pratiquées dans les années 80, par exemple, qui ont visé à aérer en fait les espaces habités, mais sans projet, et qui du coup ont continué à disqualifier en fait l'espace public. Autre enjeu essentiel de mon point de vue, c'est ce qu'on appelle les frontages. Alors les frontages, c'est un mot qui vient du Québec et qui a été popularisé par un auteur qui s'appelle Monsieur Soulier, et qui a écrit un livre justement sur en fait, ces seuils, ces espaces en fait, très importants d'articulation entre l'espace public et les espaces habités.
Et finalement, quand on observe que quand ces seuils en fait, s'épaississent, plus les seuils s'épaississent, plus les usages s'augmentent. C'est ça qui est intéressant. En fait, on ne compte pas le nombre de situations en France où l'enrobé vient jusqu'au pied des façades, qui fait qu'en fait, les habitants, quand ils ouvrent leur volet, ils ouvrent leur volet directement sur des capots de voiture. Donc là, c'est un travail très complet que nous avons fait qui est un référentiel pour l'aménagement de tous les espaces publics de la ville d'Aurillac, dans le cadre de la politique Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, nous testons en fait, ces dispositifs dans 5 rues de la ville d'Aurillac. C'est un chantier qui est en cours. Alors, on commence par 5 rues qui sont plus commerciales, où on est plutôt sur ce dispositif-là. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas spécialement de seuil au pied des façades. On est plutôt dans des rues qui sont très commerçantes. Et l'idée, par contre, serait d'introduire la nature en ville et de trouver des dispositifs pour ralentir, en fait, le déplacement de l'eau. C'est-à-dire qu'on essaye de conserver l'eau sur l'espace public le plus longtemps possible pour lutter contre les îlots de chaleur et puis pour éviter les logiques du tout tuyau le plus rapidement possible pour évacuer l'eau et engorger, en fait, les systèmes. Donc là, il s'agit de créer des micro-espaces publics qui sont un peu comme des sortes de petits espaces, des petits salons dans la ville, le long d'un axe commerçant, et qui permet aussi de requalifier entièrement la rue principale qui mène du Gravier, qui est un grand parking à l'entrée du centre-ville, et qui permet d'irriguer en fait, l'ensemble de l'espace médiéval traditionnel. Un autre exemple à une autre échelle, complètement différente, c'est à Chalier, dans le Cantal. Donc là, on est plutôt dans une commune de 180 habitants, un village de 50 habitants, le bourg-centre, qui est très particulier parce que c'est un village-rue, sans épaisseur, qui se termine en cul-de-sac et qui est implanté sur une crête, dans un méandre de la Truyère, qui est un affluent du Lot. Et dans ce petit village, en fait, il s'agissait de complètement requalifier les espaces publics. Les élus ont été accompagnés par le CUE. Il y a une démarche aussi du conseil départemental pour financer le projet. C'est un projet de très longue haleine. Il a pris 8 ans entre le premier diagnostic et la réalisation de tous les espaces publics. Il faut aussi savoir s'inscrire dans le temps long, être patient et persévérer pour œuvrer réellement à la transformation positive d'un fragment de territoire. Dans ce village-rue, il s'agissait d'emplir tous les réseaux et les élus ont décidé, si on emplit les réseaux, plutôt que de repétasser en fait, les rues avec de l'enrobé, on pourrait en fait, se saisir de cette occasion pour complètement requalifier en fait, les espaces publics. Donc on a repéré dans ce village 3 situations avec des surépaisseurs qui permettaient d'imaginer 3 petites placettes, à chaque fois adossées à un patrimoine remarquable, et en même temps avec une relation privilégiée au grand paysage. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure en plan de masse, on devine cette relation en fait, extraordinaire qu'on peut avoir avec le paysage. C'est de considérer que finalement le paysage devient une ressource du projet, au sens strict, quoi. Donc là, c'est la première petite placette, c'est un travail extrêmement simple. En fait, on n'imagine pas de séparer les fonctions entre les déplacements des voitures et les déplacements des piétons. On est sur un village en cul-de-sac, 50 habitants, c'est pas l'enjeu. Le dessin lui-même de l'espace public, en fait, suggère en fait, que le piéton est prioritaire. Et puis, on ne dessine pas spécifiquement des emplacements pour le stationnement des voitures. Ça se fait de manière très simple sur les bas-côtés, qui sont en mélange terre-pierre, enherbé, avec un travail sur les seuils que je vous montrerai tout à l'heure. La deuxième placette est plus complexe en termes de géométrie. Elle a l'articulation entre le parcours pour les véhicules, mais aussi des chemins qui permettent de descendre en fait, sur le coteau, et puis d'autres chemins qui permettent de desservir l'église qui est juste au-dessus, dans notre dos par rapport à cette photo, et l'ancien style du château. C'est accueillir toutes les fonctions, mais de manière très polyvalente, en ne surdéterminant pas les choses. Ici, voilà, quelques pas d'âne qui permet de rendre le stationnement en dévers un peu plus confortable. Un petit belvédère qui permet de faire en sorte que, en fait, on peut aller au-delà des voitures et de jouir de cette vue absolument extraordinaire sur la Truyère. C'est aussi considérer ce que j'appelle moi aujourd'hui le petit patrimoine contemporain, de la même manière qu'autrefois, on prenait beaucoup de soin à dessiner le lavoir, le four banal, le métier à ferrer les chevaux. Eh bien aujourd'hui, les menus services rendus à la population, ce n'est plus le lavoir, on est tous d'accord. C'est quoi aujourd'hui? Eh bien c'est les poubelles, le tri sélectif, la borne incendie, l'éclairage public. Et en fait ça, on peut imaginer construire des petits patrimoines
contemporains qui qualifient l'espace plutôt que d'acheter des objets sur catalogue, ou plutôt de trouver des dispositifs pour les dissimuler et les intégrer dans le paysage. Donc vous voyez, ce petit édicule, il masque l'ensemble des conteneurs pour les ordures ménagères et le tri, avec de la pierre de réemploi du site même. Voici une photo avant l'aménagement qui montre quelque chose de très intéressant aussi, c'est que vous voyez, en fait, si on n'y prend pas garde, en fait, le paysage se ferme. Vous voyez, la relation entre le village et la truyère commence à s'obstruer par des plantations un peu stéréotypées. Voilà, chaque maire est venu à planter voilà, quelques végétaux qui sont un peu stéréotypés, qui ne sont pas en considération avec le grand paysage. Donc l'idée, c'est aussi d'imaginer une stratégie de soustraction. C'est-à-dire, encore une fois, je parlais tout à l'heure de la soustraction du bâti à l'échelle, on va dire, de l'architecture, mais on peut aussi imaginer parfois une action en fait, sur le végétal qui tend à obstruer les vues et qui tend à faire disparaître voilà, cette relation privilégiée qu'on peut avoir avec le grand paysage. La troisième placette, elle est en relation avec la mairie. Il s'agit simplement de créer un petit belvédère, une rupture de pente, une rampe pour que l'agriculteur puisse continuer à accéder à sa prairie de fauche. Le banc il permet de s'asseoir, mais il permet aussi d'arrêter les voitures qui viennent stationner quand on vient changer sa carte d'identité. Voici juste une photo qui illustre en fait cette cohabitation des usages. Une photo avant travaux, voilà, un enrobé un peu... Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein, mais c'est pas très qualitatif, on va dire. Et puis, un travail pour relier en fait, ces trois placettes avec cette rue où on a enfoui tous les réseaux. On a réduit le gabarit de la chaussée au strict minimum, augmenté les accotements, planté tous ces accotements avec des vivaces qui sont entretenus par les habitants. Et aujourd'hui, c'est une strate qui évolue, puisque les habitants, finalement, se sont complètement appropriés ces devants de maison. C'est-à-dire que ça reste du domaine public, mais une appropriation qui est permise par les habitants et qui fabrique cette transition entre l'espace privé et l'espace public et qui rend habitable, du coup, les espaces, les maisons de centre-bourg. Le petit patrimoine d'aujourd'hui, je l'évoquais, qui peut être aussi des occasions de réhabiliter du petit patrimoine existant. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, c'était une ancienne bascule qui était tombée en désuétude, on l'a restaurée et transformée en un petit local pour recevoir toutes les ordures ménagères. Un autre exemple de traverse, toujours, c'est des micro-projets, vous voyez, à chaque fois, là c'est vraiment sur, vous voyez, c'est un tout petit village, une commune éclatée en plusieurs hameaux, et là c'est le hameau un peu centre, où il y avait l'école, l'église et la mairie, quelques maisons. Et en fait, ce village, jusque dans les années 90, était traversé par la route nationale 122, qui relie Aurillac à Figeac. Et donc, à un moment donné, les élus se sont dit, maintenant que la route nationale ne traverse plus le village, qu'est-ce qu'on fait de l'espace public? Comment, en fait, on redonne une dimension, on va dire, plus habitante à cette traversée de bourg. Voici une photo avant travaux qui montre l'école sur la gauche, un ancien hôtel-restaurant qui vivait justement du passage sur cette route nationale qui ensuite a été déclassée évidemment en route départementale une fois que la nationalité est déviée par le plateau. On devine l'église sur la droite. L'hôtel-restaurant a été acquis par la collectivité il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, a été transformé en logements sociaux. Et donc le projet, notre intervention porte strictement sur l'espace public et consiste, vous voyez par exemple, à juste faire en sorte que ces habitants là, qui déploient tables, chaises, tancarville pour mettre le linge sur un espace en enrobé, le projet consiste simplement à en fait, réduire le gabarit de la voirie au strict minimum, faire preuve d'économie inventive, j'ai beaucoup en parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on a une sorte de quai à droite, un peu qualitatif, en espace avec les parties habitées. De l'autre, c'est beaucoup plus extensif, très économique, un mélange terre-pierre pour les voitures. Pour les piétons, c'est plus qualitatif, c'est en pierre et c'est en relation avec les espaces habités. À chaque fois, ce sont des ressources locales qui sont mises en œuvre, des carrières du Massif central qui sont exploitées pour réaliser en fait, l'ensemble de ces travaux. Nous sommes très attentifs à l'origine des matériaux que nous mettons en œuvre, dans des logiques absolument de circuit court. Voilà, parce qu'on considère que chaque action doit être vertueuse à toutes les échelles. Alors devant l'église, juste une équerre, un banc aussi,
une limite, un parvis, mais ça n'a pas besoin d'être sophistiqué. Et puis on peut aussi en fait, transformer les contraintes réglementaires en opportunités de projet. Dans le cahier des charges, il était demandé de rendre accessible l'ancienne mairie, l'ancienne école, transformée en salle polyvalente. Et donc, plutôt que de faire une rampe un peu stéréotypée pour les personnes à mobilité réduite, on fabrique une terrasse qualitative en pierre, qui est aussi un lieu où on peut déployer tables et chaises pour fêter les anniversaires ou des mariages. Et encore une fois, c'est vraiment cette délicate attention à ce qui est déjà là. Là, c'était les anciens sanitaires de l'école extérieure. On a décidé de les transformer avec les élus en 2 barbecues dans en fait, ce qui est devenu un peu le parc du village, qui est l'ancienne cour de l'école. Sur la question de l'économie inventive, là, c'est un chapitre qui me tient à cœur parce que souvent, les territoires dans lesquels on intervient en fait, sont très peu dotés en ressources. Donc l'idée, c'est de faire des projets qui soient économiques et qui soient réalistes, et qui soient en relation finalement avec l'économie de ces territoires-là. Alors l'économie inventive, c'est aussi essayer d'imaginer comment, par exemple, on pourrait travailler à la campagne. Et là, c'est un exemple d'une collectivité, d'un EPCI, Vic-sur-Cère, qui fait l'acquisition de 2 anciennes granges étables et qui décide d'en faire un tiers-lieu. Un tiers-lieu pour que en fait, des entreprises du numérique, notamment, puissent s'installer. Avant même qu'on commence le projet, le chantier, tous les espaces étaient déjà en fait, réservés par des entreprises. Donc, en fait, les 2 granges sont déjà pleines. Il y a une grange qui est plutôt dédiée à une fonction économique et l'autre à une fonction culturelle, qui est un autre enjeu incroyablement important dans les territoires ruraux où souvent la question culturelle est complètement éludée. Et donc, dans une des granges, là, il y a un petit théâtre et une école de musique. Et donc là, l'économie inventive, c'est aussi comment faire un projet avec 0 moyen. C'est un projet qui a failli capoter, tout simplement parce qu'en fait, le programmiste avait mal évalué en fait, le coût des travaux. Voilà, on était censé réhabiliter par exemple les 2 granges pour 1,2 million. C'était infaisable. Moins de 1 000 € le mètre carré. C'est infaisable. Si on construit de manière normale, on va être à 2 000, 2 500 € le mètre carré pour un projet de réhabilitation comme ça. Là, nous avons réussi à faire un projet à 1 350 € le mètre carré. Mais par contre, avec une notion qui pourrait devenir de plus en plus courante, qui est la notion de réduction des besoins. C'est-à-dire d'essayer de considérer que peut-être que pour travailler, on n'a pas besoin forcément d'un sol en plastique, pas forcément besoin de plafond avec des dalles 60-60, pas besoin forcément de la peinture partout. On peut aussi peut-être travailler dans un environnement où tout est brut, et peut-être que c'est acceptable. Voilà. Ça a été théorisé par des penseurs comme Bioux, qui considère qu'on pourrait très bien imaginer ce que lui appelle plutôt la réduction des besoins. Donc quelques images qui montrent en fait finalement qu'on peut très bien travailler dans un univers où on garde toutes les structures apparentes qui sont les plus économiques qui soient sur le marché, traiter l'acoustique autrement avec des dispositifs suspendus ou des doublages acoustiques qui sont à la fois qui remplissent un rôle thermique mais aussi de correction acoustique dans les locaux. On a mis au point des doublages de coups perforés qui permettent de faire ça. Ici, c'est des grands plateaux pour des entreprises numériques. Et on joue en fait de ce registre de réduction des besoins. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, une des 2 granges avait brûlé dans les années 90. Les charpentes rouges en fait, étaient la charpente existante. Pour en fait, suspendre tous les équipements et pour imaginer une isolation, il a fallu doubler toute la charpente. Et en fait, on a volontairement choisi notre couleur pour montrer aussi l'histoire de ce patrimoine. Là, c'est par exemple un local pour une entreprise qui fabrique des écrans pédagogiques pour des écoles. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un espace avec un carrelage au sol? Est-ce qu'on ne peut pas travailler finalement dans un espace qui ressemble plus à un garage qu'en fait un bureau tertiaire de très grande qualité? Les réseaux sont apparents. Ici, ce sont des bureaux pour la communauté de communes. Et ensuite, il y a tout un autre sujet qui me paraît essentiel aussi, c'est la question de l'habitat individuel. Comment densifier l'habitat individuel? Aujourd'hui, on sait que la plupart des Français veulent continuer à habiter dans des maisons. Mais on sait qu'il faut économiser le foncier. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des dispositifs architecturaux qui transfèrent, en fait, on va dire, les propriétés de logements individuels dans des projets collectifs ou semi-collectifs. Donc là, par exemple, c'est un exemple
On a superposé des maisons, d'une certaine manière. On a des duplex, des maisons qui sont accessibles par l'arrière en mettant en profit la topographie du terrain, c'est-à-dire qu'on accède de plein pied pour les duplex, donc c'est des maisons de type T4, et en dessous, on a d'autres mini-maisons pour des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées, ou des familles monoparentales, ou des personnes qui sont célibataires, et qui habitent en fait, dans des T2 en fait, qui sont adossés contre terrier, et qui s'ouvrent par contre complètement au sud. Donc là, c'est une situation périurbaine à Limoges, où nous avons mené plusieurs projets de ce type, où on essaie de mettre en place une forme de densité horizontale, c'est-à-dire plutôt une densité qui vise, encore une fois, à transférer des attributs qu'on trouve habituellement dans le logement individuel dans un projet collectif. Un autre exemple, ici, il s'agit de maisons qui sont accolées, où on fabrique une forme d'intimité avec des serres qui sont privées, hein, bien sûr. Chaque maison se poursuit par un terrain organisé autour d'une terrasse et qui est prolongée donc, par cette serre et qui avec des dispositifs qui garantissent en fait, l'intimité des logements les uns par rapport aux autres. Un autre exemple, toujours sur la même opération, d'une autre typologie où il s'agit de maisons accolées les unes aux autres, qui s'ouvrent, en fait, dont les séjours s'ouvrent en fait, sur un jardin qui est de l'autre côté. Et l'idée, c'est aussi de considérer que les jardins privatifs puissent caractériser aussi l'espace public. Et parfois, trouver des ressorts pour que les jardins restent ouverts sur l'espace public et ne soient pas forcément complètement fermés derrière des monospécifiques ou des clôtures du catalogue. Un autre exemple d'habitat qui constitue une alternative à la promotion privée, c'est un projet d'habitat participatif à Clermont-Ferrand, où là, plusieurs familles se sont réunies, partagent en fait, un certain nombre de locaux. Alors ça veut dire quoi? Une salle commune, une cuisine commune, une buanderie commune, un espace d'atelier commun, une chaufferie commune bien sûr, ça c'est plus classique, un local vélo commun, mais aussi un petit appartement qui est disponible pour l'ensemble des familles lorsque ces personnes-là invitent soit de la famille, soit des amis. Donc là, c'est un projet qui est à Clermont-Ferrand dans un écoquartier. Voilà, dans un immeuble qui mêle des structures en bois et des structures en béton pour des raisons sismiques. Et tout le projet est organisé d'une cour qui est partagée par l'ensemble des habitants. Les logements qui sont au niveau rue en fait, sont desservis par cette coursive. Et ensuite, la cour distribue un certain nombre de duplex descendants qui permettent à ces logements-là de s'ouvrir vers le sud et vers le grand. Et on voit ici, au centre de l'image, l'espace commun, qui est l'espace partagé par l'ensemble des familles. Quelques images de ces logements. Donc là, un simplex, tout à l'heure c'était un duplex. Et puis dans l'économie inventive, il y a aussi l'idée de réemploi. Donc là, c'est un exemple que nous venons de terminer à Saint-Étienne. Donc là, qui est plutôt dans une métropole, mais qui est une métropole aussi décroissante. Où là, nous avons en fait imaginé des espaces publics qui mettent à l'honneur en fait, des pavés de réemploi qui ont été stockés dans la manufacture des armes. Il faut imaginer que tous ces bâtiments-là étaient des lieux de production d'armes jusque dans les années 50. Et donc tous ces pavés avaient été stockés. Alors on en a acheté aussi à des entrepreneurs qui avaient acheté des stocks de pavés. Et on a en fait déployé ces pavés pour caractériser les espaces, c'est-à-dire qu'il y a une relation évidemment historique, évidente, mais c'est aussi une manière d'économiser la matière et d'éviter d'aller, encore une fois, chercher de la matière dans des gisements, dans des carrières. Et puis l'économie inventive peut s'incarner aussi à l'échelle architecturale. Vous voyez, par exemple, ça c'est la chambre d'agriculture du Cantal. Et en fait, on nous a demandé de réhabiliter toute la salle des sessions. Et en fait, dans l'idée du maître d'ouvrage, en fait, on supprimait tout, c'est-à-dire le mobilier des années 70, les fauteuils des années 70, les plafonds des années 70, parce que, à leurs yeux, c'était démodé. Sauf que tout ça est extrêmement qualitatif. Vous voyez ces tables, en fait, qui datent des années 70, elles sont en parfait état. Et c'est la première fois qu'on a fait, dans l'allotissement pour les travaux, pour l'appel d'offres, c'est la première fois qu'on fait un lot tapisserie.
et on a retapissé en fait l'ensemble des fauteuils, plutôt que de les jeter à la benne, d'en acheter qui duraient 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une culture du jetable. Donc quand on achète un fauteuil en fait, sur catalogue, bon, j'en ai fait l'expérience dans mon agence, hein, on achète un fauteuil, il dure 6 mois. À tel point que j'en ai eu marre et j'ai acheté des fauteuils 3 fois plus chers, mais voilà, conçus dans les années 50 par des designers reconnus. Et 10 ans après, je les ai encore, les fauteuils. Mais vous voyez, ces fauteuils, ils n'avaient pas bougé, quoi. Le plafond des années 70, bon, ok, c'est des dalles 60-60, couleur dorée. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça redevient la mode. Vous voyez, aujourd'hui, partout dans les métropoles, qu'est-ce qu'on voit en fait dans les menuiseries? En fait, c'est justement cette teinte qui revient à la mode. Donc voilà, c'est aussi ce rôle pédagogique qu'on doit mener auprès des maîtres d'ouvrage, en considérant qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut garder plutôt que de forcément supprimer et remplacer par des matériaux de moins bonne qualité. C'est ça qu'il faut bien voir. Alors l'économie inventive, elle s'incarne aussi par parfois une réduction des études. Vous voyez, ça c'est un exemple d'un tout petit bourg du Nord Cantal, où en fait la commande de la maîtrise d'ouvrage c'était de requalifier un ancien foirail. Un foirail, c'est un lieu ouvert, un espace ouvert, où en fait on organisait la foire aux bêtes, c'est-à-dire la foire aux vaches, aux salaires. Et en fait, cet espace-là, il avait plus d'utilité puisqu'on n'organise plus de foire. Aujourd'hui, c'est regroupé en fait dans des grands centres, voilà, où il y a des semi-remorques qui viennent chercher les veaux qui sont ensuite élevés en batterie dans un circuit mondialisé dans la plaine du Pô ou en Espagne. Donc on n'est plus du tout sur une agriculture, on va dire, raisonnée. Hein. Ça, c'est un gros enjeu aussi des territoires ruraux qui est souvent éludé. Donc la question porte sur le devenir finalement de ce foirail. Cette photo, voilà, elle montre que bon, on ne sait pas trop quoi en faire. On a mis une petite clôture, on a planté le long de la clôture, on a mis des jeux pour enfants, on a mis des pancartes, mais ça ne ressemble pas à grand-chose, quoi. Et en fait, on a proposé une intervention, 4 réunions, pas de plan d'exécution, pas de relevé de géomètre, 40 000 euros de travaux et 2 000 euros d'honoraires. Voilà. Et on a réhabilité à peu près un demi-hectare d'espace de manière très simple, où en fait l'action consiste uniquement à soustraire quasiment, enlever, et non pas rajouter des choses. Et en fait, ce qui est formidable dans cet espace, c'est que subitement, quand on enlève tout, qu'on garde juste le petit muret, en fait, ça met en valeur en fait, le chêne majestueux qui est là au milieu de ce foirail. Et on ne le voit pas très bien, mais ici, on a une vue absolument incroyable sur les monts du Cantal. Et subitement, on redécouvre le paysage qu'on avait perdu, parce qu'on est en fait l'espace public était devenu une espèce de trop-plein d'objets qui finissent par faire qu'on ne regarde même plus le paysage. Quelques chemins qui permettent d'encourager les mobilités douces à l'échelle du bourg. Un petit nivellement, voilà. Mais tout ça, c'est avec le terrassier du coin, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'appel d'offres, rien. Donc, quelques outils opérationnels pour les études urbaines. Nous menons pas mal d'études urbaines dans les centres-bourgs, et nous avons mis au point en fait, une sorte de méthodologie voilà, au fur et à mesure des années, avec des démarches participatives, un plan de stratégie urbaine, un plan guide, des faisabilités qui articulent espace public, équipement et habitat. Et puis on est friand aussi des accords cadres. Les accords cadres, ce sont ce sont des marchés qui permettent justement de déclencher ce qu'on appelle des marchés subséquents et de contractualiser avec une équipe de maîtrise d'œuvre et de considérer que le premier marché subséquent est le plan guide, l'étude urbaine en elle-même, mais que derrière on peut déclencher d'autres marchés subséquents pour imaginer en fait la maîtrise d'œuvre des espaces publics par exemple. Et moi je milite vraiment pour ce tuilage entre les études urbaines et la maîtrise d'œuvre des espaces publics pour pas qu'il y ait de perte en ligne. Voilà. Et pour être certain aussi que l'étude urbaine, elle soit en fait adaptée à l'économie du territoire sur lequel on est. C'est-à-dire que quand on dissocie trop les choses, en fait l'équipe qui établit l'étude urbaine, parfois elle le fait sans trop de considération pour une forme de réalité économique. Alors que quand on tuile les deux, en fait ça oblige. On se dit, attention, en fait les propositions qu'on fait, il faut qu'elles soient adaptées à l'économie du centre-bourg sur lequel on est en train de travailler. Donc là je reprends l'exemple de Port-Sainte-Marie qui montre en fait un plan de stratégie urbaine. Alors je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas pointé tout à l'heure sur l'image de la photo aérienne,
Mais en fait, l'ironie de l'histoire a fait que, dans une sorte de compensation en fait, de cette grande infrastructure de mobilité routière qui vient doubler la mobilité ferroviaire, entre les deux, les ingénieurs avaient imaginé un parc. Mais il faut imaginer un parc très étroit où on a des trains qui passent à grande vitesse et des voitures et des camions qui passent de l'autre côté. C'est autant dire un parc pas très agréable. C'est ce qui est représenté ici en marron, qui est justement l'interface entre ces deux infrastructures. Donc nous, ce qu'on propose dans notre plan de stratégie urbaine, c'est de transformer ce parc en fait en un parking paysager, pour complètement désengorger en fait le centre-bourg, puisqu'on a quand même la chance que on a une porosité de l'infrastructure ferroviaire, donc on peut imaginer que le stationnement il puisse irriguer l'ensemble du centre-bourg. Ça permet d'imaginer en fait de retirer tout le stationnement le long de la traverse du bourg et de le reporter en fait sur ce parking. Ça, c'est un exemple du plan de stratégie. Je ne veux pas tout détailler parce que ce n'est pas l'objet. Et ensuite, le plan de stratégie il découle sur un plan guide, c'est-à-dire que là, on rentre dans le détail, on commence à préfigurer à quoi pourraient ressembler en fait, les espaces publics, à quoi pourraient ressembler aussi les équipes. Est-ce qu'il y a des espaces qui seront mutables? Est-ce qu'il y a des démolitions potentielles? Et ensuite, donc, on fait aussi des faisabilités sur on va dire, quelques secteurs qui sont repérés ici. On avait identifié 4 secteurs prioritaires, ou 5, voilà, ou ensuite qu'on a décliné à l'échelle architecturale et à l'échelle des espaces publics. Vous voyez, avec des logiques de déconstruction, par exemple ici la démolition de cet îlot-là pour fabriquer en fait un nouvel espace public pour faire en sorte que l'ensemble de ces logements-là puissent s'ouvrir sur un espace végétalisé, non plus en fait sur des objets construits qui sont par ailleurs en ruine. Imaginez d'autres opérations immobilières ici. Alors la grosse difficulté quand même dans ces territoires-là, c'est de trouver des opérateurs capables d'intervenir, parce que malheureusement, il y a très peu d'investisseurs. Aujourd'hui, à Port-Sainte-Marie, donc c'est un travail de très longue haleine, par exemple, tout ça, ça a été démoli déjà. Donc là, la prochaine étape, ça va être de dessiner l'espace public de cette place-là. Donc on y arrive petit à petit. Alors, le mode opératoire, c'est quoi? Alors, nous, on défend l'idée de résidence in situ. Donc, quand on fait des études urbaines, on vient s'installer plusieurs jours pour établir le diagnostic, imaginer des réunions thématiques avec les habitants, faire ce qu'on appelle un guichet ouvert pour rencontrer les habitants. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en 2 ou 3 jours, on capte en fait l'expertise des habitants sur leur territoire, qui connaissent 100 fois mieux que nous, et pour qu'à la fin de cette résidence, on ait une connaissance du territoire qui soit non pas équivalente à celle des habitants, mais qui soit vraiment renseignée. Et puis on fait aussi évidemment des arpentages, avec parfois des prises de cotes pour en fait, tester des scénarios. On va très très vite dans des scénarios en fait, pour montrer qu'est-ce que pourrait devenir, en fait, quelles pourraient être en fait, les actions à court terme qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire. On fait des réunions de copilotage, donc là plutôt avec un certain nombre d'élus, les partenaires, le CAUE du Lot-et-Garonne, la DDT, EPCI, voilà, les syndicats divers et variés. Des réunions publiques aussi, qui est un format intéressant, mais avec une prise de parole qui est très différente de la relation plutôt bilatérale avec les habitants, qui s'ouvre plus, en fait, qui se livre plus qu'en format de réunion publique. Et puis, on utilise beaucoup la maquette pour en fait, montrer ce que pourrait, par exemple, devenir une situation donnée si on déconstruisait une partie, ou si on étendait un espace public, etc. Et puis, une déclinaison jusqu'à la maîtrise d'œuvre des espaces publics dans le cadre des accords cadres auxquels je faisais référence tout à l'heure. Je vais terminer par un retour d'expérience qui est lié en fait, à notre propre bourg, sur lequel nous sommes maintenant implantés depuis 20 ans, dont je n'ai pas encore parlé, bien sûr. Nous sommes installés donc, en 2000 ou 2001 en fait, dans un bourg de 1000 habitants dans le sud-ouest du Cantal, où nous avons construit en fait, sur une dent creuse en plein centre-bourg en fait, un petit immeuble qui regroupe à la fois mon propre logement, notre atelier d'architecture et 2 autres logements qui sont en location. Et qui met en œuvre en fait, des logiques de circuit court, puisque nous avons fait une éclaircie dans une forêt familiale de Douglas qui arrive à maturité, pour construire entièrement l'immeuble
Nous avions acheté aussi 30 mètres cubes de bois à l'ONF, une forêt située à 10 km au nord du Rouget, de pin sylvestre qui était destiné à la pâte à papier à Bordeaux. Et donc on a acquis 30 mètres cubes qu'on a fait sécher sous forme de plot et qu'on a utilisé ensuite pour faire tous les parquets, toutes les menuiseries intérieures, le mobilier. Le Douglas, lui, est réservé pour toutes les façades, les structures lamellées collées, les murs à ossature bois, et puis tous les lattages intérieurs. Et donc cet immeuble accueille une équipe pluridisciplinaire qui œuvre essentiellement au devenir de petites centralités, au devenir des territoires ruraux et aux situations périurbaines. C'est-à-dire que nous sommes fait une spécialité de ces territoires spécifiques en dehors des métropoles, en dehors des métropoles dynamiques. C'est notre terrain d'étude privilégié. C'est là qu'on prend plaisir à travailler. Donc une équipe pluridisciplinaire, ça veut dire quoi? Donc il y a des architectes, mais aussi des urbanistes, des paysagistes, des économistes de la construction, et aussi des ingénieurs. Alors cette carte, elle montre toutes les taches rouges qui sont en fait ce qu'on appelle les forêts nouvelles. Toutes ces forêts plantées dans l'après-guerre, ce qu'on appelle l'enraisinement du Massif central, comme d'autres régions de France, les Vosges, des territoires ruraux en déshérence. Et l'État, en fait, a largement subventionné la plantation de résineux dans des parcelles agricoles qui n'avaient plus d'utilité ou qui étaient marquées par un fort exode rural, un nombre d'agriculteurs en chute libre, et donc, en fait, aucune logique, on va dire, foncière. C'est-à-dire que, finalement, l'enraisinement, il se caractérise, du coup, par des tâches comme ça de plantation de résineux qui est très critiquable d'une certaine manière. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait de cette ressource qui est aujourd'hui à sécurité? Qu'on peut en faire une matière pour construire durablement aujourd'hui, plutôt que d'utiliser des matériaux qui consomment du CO2. Ce qui est très intéressant avec le bois, c'est que le bois stocke du CO2. Voilà. Donc c'est extrêmement vertueux du point de vue en fait, du bilan carbone. La mise en place de circuits courts, donc les gisements, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi tous les intervenants, les entreprises qui sont tous dans un rayon de 20 à 50 km, la scierie à 50 km, une autre entreprise qui fabrique le lamellé collé, qui est dans le département voisin, etc. etc. Quelques photos de l'éclaircie dans la forêt familiale, du débardage, et puis quelques images intérieures qui montrent la matière extraite caractérise l'architecture et comment la structure caractérise aussi l'architecture. C'est-à-dire qu'on est dans un registre très différent de ce qu'on pourrait voir dans la plupart des projets qui sont plutôt des projets d'habillage, qui masquent finalement les structures, qu'elles soient en béton, en pierre ou en bois, ou en acier. Toute cette matière extraite localement caractérisait l'architecture, avec une sorte de combinaison entre structure, plafond en bois, mobilier, menuiserie, sol. Donc là, c'est le deuxième niveau de l'agence, qui est une sorte de grand plateau où exercent les architectes, les paysagistes et les urbanistes. Et puis, j'habite au-dessus. Et ce que je mets aussi en évidence dans ce type de projet, il ne faut pas oublier qu'on est, nous, on est altitude, on est à 650 mètres. Parfois, on travaille sur des altitudes même au-delà, 800, 900 mètres d'altitude, où en fait, quand même, on cherche les apports solaires. Et donc là, on considère aussi le soleil comme une ressource essentielle à considérer dans la conception du projet. L'énergie solaire est stockée de manière complètement passive dans des objets en béton, dans des chapes qui sont coulées entre les lambourdes des planchers en béton et qui permet de restituer la chaleur par déphasage. Si bien que quasiment tout l'immeuble est passif, c'est-à-dire qu'on a besoin de très très peu de chauffage pour chauffer l'immeuble. Et on a les grands volets qu'on voit ici sur cette image-là, qui permettent de contrôler les apports solaires, quand on a besoin de s'en protéger, évidemment. Alors cette implantation au Rouget, elle est importante pour nous parce que je suis à la fois un praticien, un professionnel dans ce territoire-là, mais je suis aussi un habitant. Et donc en tant qu'habitant, je suis très concerné en fait par le devenir de ce territoire-là. Et donc on a proposé aux élus de réfléchir à un plan guide qui n'était pas une commande. Donc on a fait un plan guide gratuitement, d'une certaine manière, puisque les élus venaient nous voir régulièrement pour nous demander en fait
l'aménagement de petits espaces publics dans le centre-bourg. Et à un moment donné, il nous a semblé intéressant d'imaginer un plan qui articule tous ces petits projets, qui articule ces projets hier avec ceux qui seront faits aujourd'hui, qui seront faits demain. C'est-à-dire imaginer un plan global qui fasse que chaque intervention, en fait, rentre dans une sorte de schéma directeur cohérent à l'échelle territoriale. Et donc, on a montré aux élus comment s'était constitué, en fait, le village du Rouget. Et c'est important aussi pour moi de montrer des choses comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette. En fait, chaque projet doit tenir compte de la spécificité du territoire dans lequel on s'implante. Et vous voyez, par exemple, l'histoire du Rouget, elle est très différente, par exemple, d'un centre-ville comme Aurillac ou de Chalier. Voilà. Et les solutions à imaginer sont très différentes. Très différentes. Au Rouget, à la fin du 19e, n'existait pas. Vous voyez, c'est la carte en haut, à gauche. Une gare est implantée pour des raisons complètement techniques. C'est-à-dire que pour des raisons techniques, il fallait pouvoir alimenter les locomotives à vapeur après une rampe considérable entre le sud-ouest du Cantal et puis le plateau. Voilà, donc les locomotives étaient essoufflées, il fallait les ravitailler en eau. Donc on crée en fait cette gare uniquement pour des raisons techniques au milieu de nulle part. Autour de cette gare se constitue un petit village uniquement de commerçants et d'hôteliers, d'artisans. Pas du tout dans une histoire agricole. Rien à voir avec les autres bourgs que je vous ai montrés précédemment. En 1945, les habitants demandent leur indépendance administrative au gouvernement français. Charles de Gaulle signe l'acte de création de la commune, qui est un tout petit territoire. Du coup, est créé une sorte de centre civique ici, avec une école, une mairie, une église, la poste, voilà, enfin tous les services publics qui sont normalement dévolus à une commune. On commence à voir apparaître les premières extensions urbaines, voilà, qui vont plutôt suivre des logiques d'implantation le long de chemins ruraux préexistants. Ce qui est très intéressant en fait dans cette carte, c'est que c'est exactement comme à Port-Sainte-Marie, mais dans un registre différent. Vous voyez cette implantation-là, elle est complètement vernaculaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette ligne-là, c'est une ligne de crête entre deux bassins versants ici du Lot, bassin versant de la Dordogne ici. De part et d'autre de cette crête, tous les milieux sont humides. C'est-à-dire que c'est très malaisé de construire dans ces endroits-là, parce que le sol est spongieux. Donc on vient s'implanter le long des chemins ruraux, selon un motif complètement vernaculaire, c'est-à-dire il n'y a pas de logique géométrique. Voilà. Alors que, vous voyez, cet acte-là est extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'on vient créer une sorte de grande tranchée en fait, dans le territoire. On fait fi de la topographie, voilà, c'est pas le sujet, quoi. En fait, c'est un ouvrage technique. Et en fait, finalement, la morphologie du Rouget, elle s'explique par justement ce télescopage entre ces deux logiques paysagères qui est très intéressante. Et là, vous voyez, donc, les premières extensions urbaines, elles se font encore le long des chemins ruraux. Et puis ici, là, c'est une sorte de grand mouvement de flux, comme on peut le voir un peu partout en France. Une architecture complètement diffuse, des lotissements, des villages qui continuent à s'égrener le long des routes, un nouveau paysage politique ici avec la déviation de la route nationale 122 qui vient ici, avec d'énormes talus de plusieurs dizaines de mètres de haut. De nouveau, on fait fi du paysage. Ici, un plan d'eau complètement artificiel, mais qui est déjà là. Et aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Et donc, ce qu'on propose aux élus, c'est de considérer qu'après cette période de flux, on puisse imaginer un projet de reflux. C'est-à-dire d'arrêter de continuer à tartiner en fait, le territoire agricole ou naturel avec de nouveaux espaces urbanisés qui vont coûter très cher en déploiement de réseaux, en entretien des espaces publics, en entretien des voiries. Et d'imaginer que finalement, on puisse considérer que ce périmètre-là, qui est défini par trois choses que je vais évoquer, puisse constituer en fait une opportunité de régénération du territoire urbain existant. Et c'est ce qui devient en fait le plan guide. Le plan guide qu'on a appelé « Habiter un parc au Rouget ». Parce que là, on n'est pas dans la ville constituée. On n'est pas comme dans le centre-ville d'Aurillac. On n'est pas comme à Port-Sainte-Marie, dans une ville médiévale très dense. En fait, on est sur
plutôt quelque chose de très distendu. Donc les références, elles ne sont pas les mêmes. Donc l'idée, c'est de plutôt imaginer que ce qui va être fondateur dans le projet, c'est plutôt le paysage, et non pas l'architecture, le minéral. Ce périmètre-là est défini par trois questions. En fait, c'est un foncier qui est public, c'est-à-dire que la collectivité a l'emprise, dispose du foncier qui permet d'imaginer la mutation de ce territoire-là. Ensuite, il y a une logique géographique. En fait, c'est tout le bassin versant du Lot. C'est en fait un territoire qui a la confluence entre plusieurs petites alvègues qui partent de cette zone de crête. Et la troisième logique, elle est programmatique, puisque en fait, ce territoire-là contient à peu près 100% des équipements publics du Rouget. Et donc cette grande carte, elle montre quoi? Elle montre comment on pourrait imaginer la gestion des espaces verts, avec une gestion différenciée. Comment on peut imaginer en fait, la mutation de certains fragments de ce périmètre-là. Vous voyez par exemple ici, on pourrait imaginer une densification sous forme d'habitation, mais sous une forme différente que le pavillon au milieu de sa parcelle. Imaginer de nouveaux équipements publics, comme ici, sachant que les équipements en fait, existants sont ici et là. Ici, c'est le plan d'eau qui a été fait dans les années 90, artificiel, avec ici un centre de remise en forme. Et c'est de considérer aussi que en fait, tout ce plan d'eau pouvait muter et devenir beaucoup plus intéressant du point de vue de la biodiversité. Alors vous allez me dire, mais un plan guide, pourquoi faire en fait? Et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que déjà un plan guide, il permet de fabriquer un récit, une histoire, auquel les habitants et leurs représentants sont capables de s'identifier. C'est de reconnaître les milieux et prendre soin d'eux. C'est d'imaginer un autre rapport au vivant, c'est d'identifier les usages et les stimuler, c'est d'identifier les parcours existants, d'encourager les mobilités douces, créer de nouveaux parcours, identifier les seuils du parc, lesquels sont à qualifier, c'est identifier des espaces mutables, je viens de le dire, c'est mettre un terme ou du moins freiner l'artificialisation des terres agricoles en considérant que finalement ce territoire public contenait les germes de régénération. C'est réduire le bilan carbone de la commune, faisant la ville sur la ville. C'est-à-dire que moi je pense qu'il est trop tard pour le développement durable, comme beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la question, c'est plus le développement durable, c'est comment on fabrique des micro-systèmes résilients à l'échelle très locale pour faire en sorte qu'on prenne le mur avec un peu moins de vitesse, pour absorber les chocs prochains qui sont certains et qui sont très bien documentés aujourd'hui. On parlait du GIEC. Voilà. Chaque année, on nous dit à quel point en fait, on se heurte à une sorte de... On est dans une impasse collective. C'est rendre le territoire communal plus vertueux et plus attractif pour ses habitants. Et c'est aussi, d'une certaine manière, soutenir indirectement l'activité de la commune. Parce qu'on a souvent des logiques un peu curieuses dans les centres-bourgs qui consistent à dépenser beaucoup d'argent pour soutenir les commerces. Sauf que, en fait, pour soutenir les commerces, le meilleur moyen, en fait, c'est d'encourager à ce que les centres-bourgs soient habités, premièrement. C'est encourager à ce qu'on continue à habiter ces petites centralités plutôt qu'on aille en fait, dans des situations périurbaines proches d'Aurillac, par exemple. C'est répondre à une modeste échelle aux enjeux du XXIe siècle, voilà. Et puis c'est acculturer aussi les citoyens, en fait, à cette nouvelle stratégie, on va dire, territoriale. Alors on a fait des petites cartes, des photos, des petites coupes, pardon, pour montrer que, en fait, le parc est déjà là. Mais je vous assure que ça, c'est indispensable, parce qu'il y a encore quelques années, les élus, ils busaient des petits ruisseaux, ils remblayaient des zones humides, alors que finalement, tout ça, ça constitue, en fait, le parc. En fait, il faut le mettre en valeur, il faut s'appuyer sur l'existant, et plutôt le consolider plutôt que de l'altérer. C'est de montrer comment, finalement, on peut prendre soin des ruisseaux. Quand ils ont été busés, c'est comment, en fait, on pourrait les suggérer l'ancien tracé d'un ruisseau qui a été busé. Il ne s'agit pas forcément de renaturer, ça coûterait trop cher, le coût est parti. Mais comment imaginer que peut-être qu'on suggère, avec une noue, en fait, le tracé d'un ruisseau qui a disparu. Alors, les actions, en fait, dans ce plan guide ont déjà eu lieu, avec la transformation de l'ancien foirail en des grandes plateformes polyvalentes qui permet le stationnement lorsque le marché se déroule le dimanche sur la place du village. Ce sont aussi des plateformes où en fait, il y a des vide-greniers. C'est là qu'on des événements culturels aussi. C'est là aussi qu'on tire le feu d'artifice lors de la fête du village, etc., etc.
Et puis, autour du plan d'eau, ce qu'on a proposé aux élus, c'était une gestion complètement différente du végétal. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, les employés communaux s'évertuaient à rabattre systématiquement la répulsive qui apparaissait au bord du cours d'eau. La répulsive, c'est quoi? En fait, c'est la végétation spontanée qui apparaît voilà, au bord des cours d'eau. Les aulnes, une strate des sols, des strates arborées, mais aussi arbustives, qui est très intéressante. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est juste cette carte, qui permet d'imaginer en fait, des séquences où on va garder la répulsive, et elle va avoir aussi un rôle écologique. C'est-à-dire que ce lac était encore baignable il y a encore une dizaine d'années, il ne l'est plus parce qu'il y a des intrants qui viennent de 2 ou 3 fermes qui sont en amont. Et peut-être qu'on pourrait imaginer à terme qu'en réintroduisant la répulsive, en fait, finalement, la flore est capable d'améliorer la qualité de l'eau et d'imaginer que peut-être un jour, le plan d'eau est de nouveau baignable. Ça passe aussi par une gestion différenciée de tous les espaces en fait, verts qui sont en pelouse et qui deviennent plutôt aujourd'hui en prairies, qui sont fauchés qu'une fois ou 2 par an, avec des stratégies qui visent à arrêter encore une fois, de tondre toutes les 3 semaines l'été en fait, toutes ces pelouses. Imaginez aussi qu'un troupeau de moutons de l'employé communal puisse venir entretenir une partie de ces espaces verts qui sont pléthoriques. Voilà quelques images qui montrent aussi un travail de collecte des eaux de pluie, plutôt que de ramener tout au tuyau, la gestion différenciée dont je parlais tout à l'heure. Et ça fabrique en fait un paysage qui est beaucoup plus riche. Et du coup, l'expérience qui consiste à faire le tour du plan d'eau est beaucoup plus intéressante. Alors d'autres actions qui viennent de se terminer ou qui sont en cours. Donc ici, la médiathèque que je vais montrer, la réhabilitation des tribunes du terrain de foot. Il faut imaginer que certaines actions, ce n'est pas nous qui les avons menées. La collectivité a travaillé aussi avec d'autres maîtres d'œuvre, comme par exemple la tribune du terrain de foot, des terrains de pétanque et des potagers familiaux. Et l'idée consiste à dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle action, en fait, elle constitue un fragment du parc, et non pas une nouvelle enclave avec sa haie tout autour, son parking dédié, qui ne fabrique pas du tout en fait, un territoire passant. De nouveaux chemins, et puis un projet de réhabilitation ici de la mairie, avec une création d'un réseau de chaleur bois, parce qu'il y a aussi la question de l'autonomie énergétique qui va devenir centrale dans nos territoires. C'est comment on encourage en fait, la mise en place petit à petit de systèmes résilients, y compris du point de vue énergétique. Donc là, c'est des terrains de pétanque pour le club de pétanque. Ici, des jardins familiaux, et en considérant que tout ça est relié par des chemins. Un parking qui est mutualisé donc pour la pétanque, pour le terrain de foot, pour les jardins familiaux, mais aussi, on considère que finalement, ça c'est un des seuils du parc. Donc on pose sa voiture là et ensuite on se déplace à pied plutôt que d'aller forcément se garer au bord du plan d'eau. La médiathèque, ici, qui est un équipement intéressant, qui est à la fois la médiathèque, mais aussi des espaces associatifs pour la communauté de communes, qui permet de mutualiser des choses. Et donc là, on a mis en place aussi une stratégie visant à l'utilisation de ressources locales avec du Douglas. Donc le choix de l'emplacement de la médiathèque qui fait qu'on n'a pas besoin de créer de nouveaux parkings dédiés, puisqu'on on l'implante à proximité immédiate de ces plateformes que je montrais tout à l'heure. Et puis le bois qui va de nouveau créer l'ambiance avec du Douglas qui vient en fait du Massif central, un feuillu pour la salle de danse qui vient du Limousin. Voilà, encore une fois, des logiques de circuit court visant à ne considérer qu'il faut vraiment mettre un terme au déplacement des matières sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Voilà, merci de votre attention. Je suis ouvert à vos questions.